Bonjour monsieur dame et bienvenue pour le 6e épisode. Aujourd'hui, deux sujets principaux. On va parler de l'île d'Alcatraz ainsi que de l'Exploratorium. Alors, pourquoi il y aura seulement deux sujets? Parce que ça va être des sujets qui vont être quand même assez longs parce qu'il y aura beaucoup d'anecdotes autour de ça. Et aussi, ça permettra de faire un épisode un petit peu transitoire avant du coup les prochains qui vont être peut-être un peu plus lourds, un peu plus gros, avec peut-être plus de choses aussi. Eh bien écoutez, on va pas attendre plus longtemps, on est parti, installez-vous bien, et on commence. Let's go! Alors, déjà j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui du coup, comme je disais, Alcatraz, ça va être peut-être le plus gros sujet de la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Déjà, il faut savoir que Alcatraz n'est pas disponible sur les City Pass, j'y reviens encore, pardon. Et très souvent, ce qu'on recommande aux gens, c'est de les réserver plusieurs mois à l'avance. Comme c'est un endroit qui est très touristique, il se peut qu'il n'y ait pas forcément toujours de la place, parce qu'il faut réserver forcément un bateau pour y aller. C'est pour ça aussi qu'il faut attention, il faut bien donner l'heure précise de quand tu vas, parce qu'il y a un bateau toutes les demi-heures, mais il faut bien donner de l'heure précise à laquelle tu vas, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde d'un coup sur l'île non plus, sinon ça peut être un peu compliqué pour eux comme pour nous. C'est pourquoi ils font vraiment attention à ça. Mais c'est avéré que nous, comme on est parti en octobre, et voilà, on était plutôt tranquille, on n'a pas eu besoin de réserver en avance. Puis surtout, on s'est dit, on sait pas le temps, on ne connaît pas le temps plusieurs mois à l'avance, ce serait chouette, mais malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, c'est mieux qu'on le fasse sur place directement. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a très bien fonctionné. On a fait ça, par exemple, je crois, un lundi matin, et pour le lendemain à 10h30, il y avait largement de la place, on était très bien, donc voilà, vraiment, c'était $40 par personne à peu près, et ce qui est bien, c'est que tu peux rester autant de temps que tu veux, en fait, sur l'île. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça un peu bizarre qu'ils nous demandent quand est-ce qu'on y va, parce que de toute façon, on peut rester autant de temps qu'on veut, toute la journée, même si on veut, donc... Mais on a fait à notre manière, et ça a été très bien. Alors, déjà, pour la petite anecdote, on va commencer directement comme ça. Il s'avère que sur le bateau pour aller jusqu'à Alcatraz, on a rencontré une meuf qui provenait du même endroit que nous, c'est-à-dire vraiment qui logeait aussi dans l'auberge de jeunesse Fisherman Wharf, là où on était nous. Et il s'est avéré que cette fille, à chaque fois qu'on la voyait à l'auberge, vraiment, elle passait ses journées littéralement sur son ordinateur à écrire des articles, ce genre de trucs et tout, et elle parlait à personne. Et là, du coup, c'est elle qui nous fait coucou, du coup, on commence un petit peu à parler avec elle, tout ça, donc très sympa. Et en fait, il s'avérait que forcément, au moment où on parlait, comme on était encore dans le bateau et qu'on allait se diriger vers l'île, il y avait forcément une voix off qui nous parlait un peu de l'histoire de l'île et de plein de choses comme ça. Sauf que forcément, voilà, elle se disait, merde, peut-être qu'ils ont envie d'entendre ce qui est en train d'être dit. On parle, et tout d'un coup, elle nous dit, écoutez, peut-être que vous voulez que je vous laisse tranquille, pas trop parler, et vraiment écouter ce qui est en train de se passer, parce que c'est super intéressant, mine de rien, et peut-être que ça peut vous intéresser. Sauf que moi, encore une fois, l'anglais, c'est pas trop mon truc, quand c'est assez précis comme ça joue sur des détails, comme quoi, et vraiment, j'ai cru comprendre qu'elle nous disait, je suis vraiment désolé, mais j'aimerais bien entendre ce que le mec dit, donc si on pouvait arrêter de parler pendant quelques temps, ce serait bien. Et alors du coup, moi je lui ai répondu, ah oui, non mais oui, bien sûr, t'inquiète pas, oui, ce serait mieux, effectivement. Et du coup, elle, la question, je vous le répète, c'était, est-ce que je vous dérange? Est-ce que ça vous emmerde que je parle? Moi, je lui réponds oui. Donc je peux vous dire qu'il y a eu un petit vent de quelques minutes, où c'est un peu tous regardé comme ça en mode, il y a une petite tension là. Qu'est-ce qui se passe? Et moi je comprenais pas, et du coup Eddie explose de rire, et vraiment il me dit non, en fait elle vient de te dire, Louis, et Eddie du coup, est-ce que vous voulez vous écouter le truc, et peut-être que je vous dérange, vraiment je me souviens vraiment de ça, elle a dit, vous me dites si je vous dérange, vous me dites si je vous emmerde et tout, et comme ça pour écouter ce qui se passe, et moi je réponds oui comme un abruti, enfin bref. Le gros quiproquo bien sympa du début de voyage, c'est super, et il s'avérait en fait que cette fille on l'a retrouvée pas mal de fois sur l'île aussi. On rigolait pas mal parce qu'en gros on avait une musique en tête avec Eddie à ce moment-là et on lui en avait parlé et du coup à chaque fois qu'on se retrouvait dans l'île tous les trois, on chantait la musique. Une néo-zélandaise parce que du coup elle est néo-zélandaise et deux français qui tout d'un coup au plein milieu de l'île ils se retrouvent plusieurs fois et ils chantent. Et en parlant de maître de la vie, faut savoir que l'île d'Alcatraz sent extrêmement mauvais. Pourquoi ? Très bonne question. Parce qu'il s'avère qu'en fait, il y a plein, forcément, il y a une faune et une flore qui s'installent au fur et à mesure du temps, forcément. En plus, c'est une petite île, donc il y a beaucoup d'animaux. Et du coup, sur les côtes, là où il n'y a plus personne qui vient, il y a plus personne qui va sur les côtes,
eh ben, il y a beaucoup d'oiseaux et du coup beaucoup de guano. Alors qu'est-ce que c'est que le guano? C'est de la merde d'oiseaux en fait, hein, littéralement. Ce sont les déchets naturels des oiseaux quoi, en gros. Et vraiment, encore au cœur de l'île, on sent rien, ou pas beaucoup. Mais alors tu vas sur la côte pour prendre des photos du panorama, mais tu sens l'odeur absolument atroce derrière. Ça monte vraiment au nez, ça te pique à la gorge. C'est très compliqué, mais mine de rien, t'as une belle vue. Donc c'est à prendre ou à laisser, mais on a pu prendre quand même des très belles photos. Mais c'est vrai que l'odeur était vachement waouh. Alors pour expliquer un petit peu aussi notre arrivée sur place, on voit marqué en gros, alors on le voit déjà au loin parce que c'est vraiment mis sur les bâtiments en hauteur surtout, marqué Indians Land, donc la terre des Indiens. Et au début, on comprenait pas trop, enfin moi en tout cas j'étais un peu en mode pourquoi. Et en fait il s'est avéré que de 69 à 71, alors j'avoue je suis allé revoir sur Wikipédia parce que je savais plus quand exactement, il y avait des activistes amérindiens qui occupaient l'île à ce moment-là, comme vous le savez sûrement, pour faire valoir leurs droits, pour revendiquer leur liberté, et il s'est avéré que du coup ça a duré quand même, comme je vous le disais, du coup 2 ans, et que les habitants ont été pris vraiment d'affection pour cette manifestation, et du coup, à la base il y avait un peu un combat juridique, et au final ça s'est un peu réglé grâce surtout, et notamment, aux habitants de San Francisco. Donc du coup, ça a aidé un petit peu les Amérindiens à se mettre, voilà, à se faire une place un peu dans la ville et à ce que, du moins pendant un certain temps, parce qu'on voit qu'aujourd'hui c'est pas forcément incroyable, d'être un peu plus respecté et pris en compte. Enfin, voilà, il y avait plein en fait de banderoles comme ça, de petits graffitis encore sur quelques bâtiments de l'île. Donc on les avait vraiment gardés parce que ça fait partie du coup forcément de l'histoire de l'île. C'était littéralement la dernière chose qui s'est produite avant qu'on en fasse du tourisme. Donc c'est pour ça que c'est encore très présent et qu'on en voit encore un peu de partout. Donc faut savoir qu'à la base c'était vraiment une sorte de forteresse militaire, notamment un peu comme à Fort Point, notamment dû à la guerre civile qu'il y a eu du coup aux États-Unis. Et puis ensuite voilà, c'est devenu une prison militaire. Donc là vraiment plus des prisonniers politiques on va dire, voilà. Et ensuite, du coup, la fameuse prison fédérale qui a duré un peu moins de 30 ans, 29 ans pour être précis, donc de 1934 à 1963. Donc où il y a eu des prisonniers comme Al Capone, Birdman et Machine Gun Kelly, entre autres. Voilà, mais j'en parlerai un peu plus tard. Il s'avère donc que quand on est passé vraiment par le parcours prisonnier, entre guillemets, on est tombé du coup sur des vieux vestiges vraiment de la forteresse militaire, prison militaire un petit peu. T'avais notamment le QG de tous les soldats ou des hauts gradés un peu où ils se retrouvaient ici avec leurs femmes pour faire un peu la fête des fois le soir et tout. Donc voilà, mais tu voyais quasiment plus rien de ces bâtiments en soi, c'était en ruine totale. Plus loin, pareil, t'avais d'anciennes prisons un peu ou d'anciens coins où on mettait des gens dedans. Je savais même pas trop te dire ce que c'était exactement, mais en tout cas voilà, t'avais vraiment des bâtiments vraiment très délabrés, on va dire. Bon, ce serait une bonne idée un jour pour que Gus DX aille faire un tour là-bas, mais je sais pas s'il y a des fantômes. Je sais vraiment pas s'il y a des fantômes. Ensuite, du coup, on est rentré littéralement dans la prison, hein, forcément, c'était on va dire le cœur vraiment du sujet de l'île d'Alcatraz. Et du coup là, il s'est avéré qu'il y avait 4 blocs, donc vraiment A, B, C et D. Donc A, B, C, c'est ce qu'on voit principalement sur les photos, c'est-à-dire vraiment ces 2 colonnes comme ça de cellules à 2 niveaux qui se font face l'une à l'autre. Et vraiment, c'est particulier parce que tu vois vraiment genre les chiottes, t'as vraiment des chiottes dans les cellules alors que les douches t'en as un peu plus loin et vraiment qui donne du coup directement sur la personne qui est en face de toi quoi. Donc t'es en mode ok, c'est sympa, genre je suis en train de faire caca devant quelqu'un qui me regarde. Je comprends du coup mieux maintenant pourquoi les portes des WC sont aussi peu intimistes. Faut croire qu'ils aiment bien ça là-bas, je sais pas. Et vraiment les cellules sont minuscules, hein. Elles font quoi, genre 3 à 4 mètres carrés. Et du coup on va vraiment parler surtout du bloc D, où là c'était là où on mettait en fait toutes les personnes qui foutaient un peu la merde entre guillemets, ou les plus gros prisonniers, les plus gros dangers vraiment de la prison. Et il s'avérait que dans cette zone D, au fond, il y a un peu une sorte de cachot. Alors, à la base, j'appelais ça des cellules de dégrisement, mais en fait, non. Une cellule de dégrisement, c'est quand t'as picolé et c'est pour que tu redescendes un chouïa. Là, c'était pas le cas. En gros, c'est un peu comme une sorte de cellule qu'on te fout pendant quelques heures, voire jours, voire semaines, même peut-être encore plus, histoire que t'as foutu la merde, on te fout là et tu fermes ta gueule. Il s'avérait que ces cellules en question, moi je les appelle des cachots parce que vous allez savoir pourquoi. Vraiment, ils pouvaient rester des fois très longtemps et c'était vraiment des tout petites pièces, mais encore plus petites que les cellules de base, où t'avais quand même un lit, des toilettes, comme je disais, quelques petits rangements et tout. Là, vraiment, tu n'as rien. C'est juste un carré de 1 ou 2 mètres carrés à peine. Il n'y a aucune lumière. Tu ne vois absolument rien. Des murs, voilà, sales, en très mauvais état.
il y avait justement des anecdotes qui étaient racontées dans cette pièce, donc des enregistrements vocaux, où du coup t'avais des gens qui, surtout des comédiens je pense, qui parlaient de l'expérience de certains prisonniers dans ces cellules-là. T'en as un apparemment vraiment il s'amusait, parce que c'était littéralement la seule chose qu'il pouvait faire dans ce truc-là. Il s'amusait en fait à enlever les boutons de sa tenue pour les jeter littéralement contre le mur, et ensuite essayer de chercher où est-ce qu'ils étaient sur le sol. C'était sa seule préoccupation. Il ne savait pas quoi faire d'autre, forcément. Le pauvre, il était juste là en mode, bah, il ne voyait absolument pas la lumière du jour. Un truc tout bête, par exemple, c'est qu'il y avait 2 portes. Donc 2 portes, effectivement, qui ne laissaient pas filtrer la lumière. C'est-à-dire que quand un garde rentrait, il fermait la première porte, il rouvrait la seconde pour être sûr que la personne ne voit pas la lumière du jour. Donc ça pouvait être, pourquoi pas, forcément, soit la lampe torche du garde en question, mais c'était jamais le soleil, jamais la lune, rien de tout ça. Surtout que t'apprenais vraiment que les gens rentraient dedans pour des trucs complètement stupides. Genre du style, t'en as un une fois, il a refusé de manger. Oui, oui, mais enfin, s'il a pas faim, voilà. D'autres, par exemple, ils pouvaient s'énerver, par exemple, ils refusaient de sortir de leur cellule. D'autres, ça pouvait être pour d'autres raisons encore. Enfin, c'était très rarement vraiment des problèmes liés à l'attaque de garde ou l'attaque entre co-détenus ou même un putsch ou quoi que ce soit. C'était très rarement ce genre de choses, hein. C'était vraiment des trucs aussi bêtes que ça. Et en fait, t'avais sur les murs plein d'explications, plein de témoignages, pardon, de ce pourquoi ils allaient dans ce genre de cachot assez angoissant, mine de rien. Alors du coup, comme je disais, forcément, il y a le fameux Al Capone, hein, que tout le monde connaît, ou quasiment tout le monde connaît, qui est bien sûr un des parrains de la mafia dans les années 20, 30 à peu près, notamment à Chicago. Et ensuite, il y avait aussi Birdman, donc l'homme oiseau. Donc lui, en fait, il s'avérait que ce mec, on l'appelait comme ça parce que dans les anciennes prisons où il était, il s'occupait d'oiseaux. Donc surtout des canaris, des mouettes, enfin peu importe en fait, des oiseaux, je crois même des canards. Et par contre, à la prison d'Alcatraz, s'en est jamais occupé. C'est juste que c'est un nom qui lui est laissé, qu'on lui a attribué et qui n'a jamais, ça n'a jamais changé. Et aussi un troisième gars, Machine Kelly, qui lui était un braqueur de banque. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un chanteur ou rappeur qui a repris son nom, mais je sais plus qui, je mettrai peut-être sur la vidéo, qui a repris son nom et qui, voilà, parce que c'est devenu une très grande légende, ce gars-là. Et pour revenir, oui, juste un truc pour revenir à Birdman, faut savoir que lui, à la base, du coup, je crois que c'était un meurtrier, donc il a vraiment tué quelqu'un au premier degré. Et du coup, il s'est avéré que en prison, dans toutes les prisons qu'il a faites, il a un peu fait le con, quoi. À chaque fois, il a un peu foutu de bordel. Et il faut savoir, c'est quasiment le cas de toutes les personnes qui sont à Alcatraz. C'est que de base, ils sont pas forcément des peines extrêmement lourdes, mais il s'est avéré qu'en prison, c'était quand même des durs à cuire. À part peut-être pour Al Capone, qui lui en prison n'était pas forcément quelqu'un de violent. C'est juste que, vu son passif et vu la personne que c'était, Alcatraz c'était le minimum. Parce que vu le nombre, vu l'aura qu'il avait, c'était mieux qu'il soit ici. Forcément, le but d'être à Alcatraz, c'est de ne pas s'évader. Sauf qu'il y en a un assez malin qui a réussi à s'évader, figurez-vous. Donc il y en a un seul, hein, alors qu'il y a eu beaucoup de gens. C'est le fameux John Paul Scott. Voilà, c'est le seul qui a réussi à s'échapper et à rejoindre San Francisco. Parce que t'en as plein d'autres qui ont réussi à s'échapper, bien entendu, mais à culpa, mais qui par contre ne sont soit pas ressortis vivants de leur périple, soit se sont fait choper avant d'atteindre San Francisco, soit chopés par les vagues, soit chopés par les flics. Voilà. Je sais pas qui est le mieux entre les deux. Et donc pour finir tout ce passage sur Alcatraz, je vais vous parler d'un endroit, donc c'est une sorte un peu de petit musée dans un musée, qui raconte en fait un peu comment ça se passe dans les prisons américaines d'une façon générale, notamment sur la question du racisme. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pu voir et que je pense que beaucoup de gens savent, c'est que les États-Unis, forcément, en termes carcéral, c'est très compliqué. Voilà, c'est très racisé, c'est extrêmement, c'est quelque chose. Voilà, on retrouve beaucoup plus de personnes de couleur de peau noire dans les prisons, alors que parfois certains ont exactement les mêmes chefs d'accusation que certains blancs, par exemple vol à main armée ou ça peut être d'autres choses, etc. Et vraiment, il t'explique par des graphiques, par des schémas, par plein de choses, par des faits, tout ça, même par les témoignages, que vraiment les États-Unis ont un souci avec ça, notamment beaucoup aussi de personnes d'origine Amérique latine qui vraiment sont extrêmement présents dans les prisons et que ce n'est pas juste une question de oui, regardez ces gens-là, hein, ils sont pas bien, machin, mais c'est que forcément c'est souvent issu de populations qui sont extrêmement pauvres, qui sont laissés pour compte, et c'est aussi forcément un racisme très enfoui
dans la société américaine. Donc il y a pas mal de graphiques autour de ça, notamment, ils avaient fait en fait une carte, une gigantesque carte à même une table comme ça, et en fait sur ces cartes-là, ils te mettaient en fait une sorte de grosses boules au-dessus des pays en question pour te montrer à quel point il y avait des gens dans les prisons. Et tu voyais qu'aux États-Unis, notamment, c'était vraiment un des pays où il y avait le plus de prisonniers. C'est impressionnant. Par rapport à des pays, par exemple, qui sont quasiment tout aussi... où il y a tout autant de monde sur leur territoire, où il y a une population quasiment égale, ça marche par pourcentage, et ça expliquait aussi forcément que c'était un des pays où il y avait le plus de personnes noires en prison, alors que le pays est quand même à majorité blanche quand même. C'est très violent et il y a vraiment des faits qui sont assez impactants, je trouve, et qui relatent totalement un peu les questionnements qu'on peut se poser sur les États-Unis. Donc vraiment un endroit très intéressant, surtout dans un truc aussi mythique comme ça. Parler de ça, c'est je trouve très très intéressant et très important. Donc encore une fois, c'est tout ce que je dirais pour l'instant sur la prison, enfin c'est même tout ce que je dirais tout court sur la prison, et je vous conseille vraiment d'aller voir par vous-même si jamais vous voulez en savoir plus. Alors ensuite pour l'exploratorium, alors au début je pensais que ça allait prendre, mais ça allait prendre des heures à vous parler de tout ce qu'il y a, et au final je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, forcément, parce que vous allez voir, c'est un musée absolument gigantesque. Quand t'es dehors comme ça, tu vois ça, tu te dis non mais c'est pas très grand. C'est un truc, ça va peut-être aller, en 3 heures c'est plié. On a passé littéralement une journée entière à visiter et du coup explorer, c'est marrant ça, l'exploratorium. C'est en gros une sorte de musée, un peu des sciences. T'as plein de petits stands, plein de petits jeux comme ça, qui t'expliquent un peu la physique, qui t'expliquent un peu la chimie. Ça peut parler de plein de choses très diverses et variées en fait. Donc ça peut être sur le corps humain, ça peut être sur les réactions humaines, ça peut être sur... Tu peux aussi faire l'expérience avec l'électricité, avec l'eau. Donc c'est vraiment un truc extrêmement vaste, hein, vraiment. Et moi, il y a 2-3 trucs dont je vais vous parler, que j'ai retenu, et notamment le premier truc qu'on a vu et que j'ai trouvé absolument génial, c'était à l'extérieur du musée. En fait, dès l'entrée du musée, t'as une sorte, on va dire, un peu d'objet en cuivre qui fait face à un autre objet en cuivre, exactement le même. C'est rond, en fait, hein, vraiment, assez creux. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il y en a un qui se met, du coup, sur le premier, l'autre sur le second. Donc c'est, on va dire, c'est vraiment en face, mais c'est à 15-20 mètres en face, même peut-être encore un peu plus. Et quand tu parles en fait dans ce rond cuivré, je sais pas trop comment je peux dire ça, et ben il s'avère que tu entends parfaitement l'autre qui est en face de toi, comme s'il était juste littéralement à 2 cm de toi. Et du coup on a même pris des vidéos où tu dois entendre du coup parler l'un à l'autre comme ça. Ah merde, attends, je voulais pas filmer comme ça. Je m'en souviens. On t'entend bien là, je peux te dire. Enfin, en tout cas, moi je t'entends bien. Ah bah nickel, moi aussi je t'entends pas trop mal, ça va. Attends. Parce que je voulais filmer. Voilà. Allez, Monaco. Ça va, tranquille. On est super bien. On est juste à côté. En vrai, t'es super loin, espèce d'enfoiré. Exactement. Mais on est à côté pour la voix, pour le son. Oui. Le reste, c'est... Donc c'est déjà un premier truc, tu vois ça, tu te dis waouh, j'ai trop envie de rentrer. Après moi un truc qui m'a fait un peu bader aussi, et pourtant c'est pas si ouf que ça, hein, mais vraiment moi ça m'a fait... c'est, t'avais un appareil qui reproduisait des tornades. J'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Et en gros tu pouvais même carrément rentrer dedans. Donc en gros voilà, tu voyais en fait quand tu rentrais dedans justement ça s'arrêtait. Et quand tu repartais du coup tu voyais le truc qui reprenait forme comme ça. Faut réussir à faire un truc pareil, faut être vachement fort quand même. Hein. Il a tout niqué, ça y est. Ensuite, on a trouvé un jeu qui était très sympa. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de jeux interactifs vraiment en tant que tel, qui n'y a pas forcément d'explication derrière, mais juste c'est très marrant. C'est qu'en fait, c'est un zoom absolument énorme, donc vraiment microscopique, hein, vraiment, où en fait, tu peux vraiment voir littéralement des trucs que tu ne verrais même pas avec un excellent appareil photo ou une excellente caméra, quoi. Je me souviens qu'on s'était vraiment amusé à se le mettre sur la peau, par exemple, à se le mettre sur le corps, à se le mettre sur les vêtements. En fait, c'est une sorte de loupe avec une lumière au bout et que tu peux prendre comme, à la main, comme si tu prenais un micro, et tu le colles littéralement sur les parties où tu veux coller en fait. Et du coup, tu vois sur une image ce dont tu es en train de coller, hein, en gros, ce que tu veux voir en très très gros plan comme ça. Et vraiment, on s'est amusé à faire ça par exemple sur notre peau, sur nos yeux, sur nos mains, sur nos vêtements, sur des surfaces, sur les téléphones, enfin sur plein de trucs, et vraiment tu vois des détails mais absolument horribles. Et je sais par exemple que mon coloc est chauve, tu vois, parce qu'il se rase, voilà, il se rase et tout, donc il a pas de cheveux, et vraiment genre il a mis ça sur son crâne et tu vois du coup les tout petits cheveux minuscules.
c'est à la fois dégueulasse et voilà. Et encore, on n'a pas tout exploré, mais il y a peut-être des choses que j'aurais bien voulu faire, mais il y avait du monde autour, donc pas pu. Il y avait aussi un autre objet, alors je sais plus exactement comment ça fonctionnait, mais en gros, il fallait réussir en le poussant ou en le tirant vers toi, ainsi qu'en le montant ou en le descendant, il fallait que tu réussisses à équilibrer en fait le truc. Et en gros, c'est un système qu'on utilise dans les bateaux, dans les gros bateaux, dans les gros navires, pour éviter justement que les grosses cargaisons s'effondrent s'il y a une grosse vague. Et en fait, ça permet tout le temps à chaque fois de remettre le truc au milieu. En gros, il y a une barre à la verticale et une autre barre à l'horizontale. Donc en fait, la barre à l'horizontale, c'est la machine qui s'en occupe. C'est vraiment elle qui gère le truc. Et toi, tu as une barre verticale que tu essayes de bouger et après la machine essaie de rééquilibrer le truc en fait pour pas que ça tombe. Et en fait, bah, c'est quand c'est toi qui le fais directement, quand tu prends la barre horizontale pour le faire toi-même, c'est absolument impossible. Quand c'est la machine qui le fait, ça marche à tous les coups. Elle arrive à trouver très rapidement en fait un centre de gravité pour justement ça ne tombe pas et ça reste toujours bien au milieu. Et aussi, il y avait un autre truc que j'ai beaucoup aimé. Alors là, c'est totalement différent. En fait, il y a 4 bornes avec du coup un buzzer dessus. Donc 2 bornes en bleu, 2 bornes en rouge. Et tu avais un écran en plein milieu. Et en gros, il fallait, bah du coup, voilà, tu pouvais avoir 4 personnes qui jouaient, donc 2 équipes, enfin voilà, donc 2 équipes, une équipe de rouge, une équipe de bleu. Et il fallait appuyer le plus vite possible sur un court laps de temps. Et du coup, bah voilà, c'est celui qui avait appuyé le plus vite possible qui allait gagner. Donc t'avais aussi de la compétition dedans, hein. Et puis il fallait être sportif, hein, je peux vous dire. Donc moi je m'attendais à un truc plutôt d'un télo, tu vois, et tout. Non, non, il faut aussi donner de son corps apparemment. Pas pour rien qu'on dit il faut donner son corps à la science. Et enfin, le dernier truc qui nous a beaucoup fait rire, c'est qu'en gros, tu avais tout simplement 3 petits boutons sur un écran comme ça. Et du coup, t'avais 3 langues. T'avais anglais, je crois, espagnol et chinois. Et en gros, tu devais appuyer sur un des 3 et ça allait donner en fait une image d'un homme ou une femme qui allait te répondre soit yes, no, maybe, mais avec une intonation différente. Donc ça pouvait être un yes, comme un yes, ou un no, ou no. Et en gros, tu posais une question avant. Donc moi, par exemple, je sais pas, j'ai un truc au pif, est-ce que cette vidéo fera plus de 50 vues? Bah du coup, tu appuies sur anglais, espagnol ou chinois, et ça te répond du coup dans la langue que tu as souhaité, soit oui, soit non, soit peut-être. Est-ce que Paul a du désir pour moi? Yes. Est-ce que UGC va-t-il fermer en 2024? No. Ah merde, c'est vraiment le non. Est-ce que j'ai du sexe à pile? Yes. Oh, ok. On s'est bien fendu la poire aussi, je vous raconte pas les autres questions qu'on a posées parce que j'ose pas les montrer ici, mais vraiment c'est très sympathique. Des fois tu tombes sur des trucs un peu cons et qui va parfaitement bien avec la situation, donc vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé ce truc. Et ensuite le tout dernier point qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que t'avais une série de photos directement sur un mur comme ça, et là pareil, il fallait que tu attribues une émotion à chaque photo. Donc c'est très simple, hein, parce qu'il n'y avait pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, juste fallait que tu donnes voilà, un truc. Et c'est marrant parce qu'après du coup j'ai eu un rendez-vous avec une neuropsy justement pour faire un bilan neuropsychologique, et j'ai eu exactement le même truc. J'ai trouvé ça trop drôle, et bon bah du coup je m'étais préparé sans même m'en rendre compte. De voir ces visages de gens très expressifs, bah c'est très touchant. Donc bon, vous voyez, moi le moins de trucs peut me toucher, moi c'est fou quand même. Bon, en vrai, c'est à peu près tout pour l'exploratorium hein, en soi. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter là-dessus. C'est vraiment un truc extrêmement global, hein. Il y a tellement de choses que je pourrais même pas vous dire tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. Il y a des trucs que je pourrais même pas vous raconter. Il faut le voir ou le vivre pour essayer de comprendre un truc. Il y a aussi plein de stands où on n'a absolument pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'était quand même assez sympa à faire quand même. Mais juste ne serait-ce que pour utiliser des machines et faire semblant de s'y connaître. Mais vraiment, allez voir l'exploratorium si jamais vous avez envie d'y aller, c'est plutôt cool, ou même de vous renseigner encore une fois, n'hésitez pas. Et donc pour finir, je vois qu'on a encore un peu le temps, du coup je vais me lancer. On est allé se baigner. Et oui, se baigner. Je vous raconte pas le froid de l'eau. Je pense qu'on était facile sur entre du 10 et du 15 degrés, hein. Vraiment, l'eau était gelée. En fait, on s'est baigné vraiment pas très loin de l'auberge, hein, un peu plus bas. En fait, à une petite plage avant Fisherman Wharf. Donc vraiment une sorte de tout petit port minuscule, une petite digue, on va dire, en fait, qui coupe un peu la baie de San Francisco avec cette petite plage. On s'est mis là.
On se dit, tu sais quoi, ce soir il fait beau, il fait bon, il faisait 20, 24, 25 degrés. Vas-y, viens, on va se baigner. On n'a jamais eu aussi froid. On criait comme des porcs dans l'eau, mais c'était génial. Voilà, donc on a fini vraiment cette journée comme ça. À la base, on voulait que se mouiller les pieds, et plus on avait froid, plus on s'est dit, hey, on est des bonhommes, on n'est pas des bonhommes. On va mettre tout le corps, mon copain. Et j'avoue être fier de dire que j'étais le premier à le réussir. En plus après il y avait un coucher de soleil, du coup on a vraiment séché avec le coucher de soleil, c'était très chouette, très romantique. On s'est pas embrassé mais c'était quand même très romantique. Et vraiment j'ai adoré ce moment-là aussi. Tout ce qui touche à la plage, à l'eau et au coucher de soleil, c'est toujours beau. C'est toujours superbe et c'est super bien pour finir une journée. Surtout une journée aussi intense que celle-ci. Eh ben écoutez, je pense qu'on est très bien pour aujourd'hui, j'ai dû le refaire au moins 50 fois cet épisode. Je suis extrêmement fatigué en ce moment, mais je suis content, au moins c'est sorti, c'est bien fait, j'ai l'impression en tout cas. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et la prochaine fois du coup, on parlera de la balade qu'on a faite à Fisherman Wharf, parce que j'en parle quand même déjà pas mal depuis le début de ce lieu, et il s'avérait qu'il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Donc là je pense que ce serait le moment pour clore un peu tout ça, pour parler un peu de tous les trucs un peu lambda qu'on a pu vivre là-bas, les beaux moments qu'on a passés là-bas aussi. Et on parlera ensuite d'Embarcadero, on va dire un peu plus, notamment des gros buildings, du pont, avec pas mal de photos, je pense que je vous montrerai à ce moment-là. Et enfin, on finira, encore un peu comme aujourd'hui, je trouve que j'aime bien finir sur un truc un peu plus chill comme ça, la soirée au Castro qu'on a passé avec des copains français, figurez-vous. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler aussi. C'était une très bonne soirée, on a bu un peu des bières, on a bien rigolé et tout, donc c'était vraiment sympa. Et ben écoutez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Moi je vais aller me reposer, j'en ai bien besoin. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est tout ce que je demande si vous avez aimé. Sinon bah effectivement ne mettez pas de j'aime, je m'en fous. Et puis un petit commentaire si jamais aussi. Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous, ciao.